Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à ceux qui sont déjà là et remercie d'avance aussi ceux qui vont arriver un petit peu plus tard pour ce panel, cette discussion qui va s'engager autour du récit du Sud global. Façonner son récit ou alors suivre ce qui existe déjà, le script comme il est écrit dans le programme. On va avoir l'occasion d'en discuter avec ces éminentes personnalités qui sont là aujourd'hui. Alors je vais commencer par les présenter les uns après les autres, bien entendu, pour que vous sachiez qui va prendre la parole, parce que parfois c'est pas visible du fond de la salle. Alors je commence par vous, monsieur Ali Onaner. Vous êtes directeur général du département Est et Nord de l'Afrique au ministère turc des Affaires étrangères, ancien ambassadeur également. Merci d'être là ce matin. À côté de vous, vous avez monsieur... Alors attendez, je cherche votre nom, Rajwalina, monsieur Rajwalina, Patrick Rajwalina. Vous êtes, vous, ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar. Merci aussi d'être présent. À vos côtés, il y a monsieur Fall. Vous êtes, vous, alors je vous cherche dans mes petites notes, excusez-moi pour ne pas me tromper, surtout dans la façon de vous présenter. François Lunseni Fall, exactement, et vous êtes ancien Premier ministre de la République de Guinée. Merci également d'être présent. À vos côtés, madame Lena Séné. Vous êtes, vous, présidente fondatrice de Developing Capital of Africa. On en parlera tout à l'heure également. Également présent parmi nous ce matin, monsieur Padeke, Albert Pahini. Vous êtes, vous, ancien Premier ministre de la République du Tchad. Merci également d'être présent. Et le dernier intervenant que je vous présente ce matin, c'est... alors attendez, que je ne me trompe pas, monsieur Gadio. Alors attendez, je vous cherche. Ah oui, voilà. Cher Tidiane Gadio, voilà, je vous ai retrouvé. Vous êtes, vous, présidente de l'Institut panafricain de stratégie et vous êtes de la République du Sénégal. Merci à tous d'être présents. Désolé pour mes petites hésitations, mais je ne voulais absolument pas me tromper ni sur vos noms, ni sur vos qualités respectives. Donc, écrire le récit dans le Sud global, changer de récit, ou en tout cas écrire le vrai à un moment, c'est quelque chose qui commence à trotter dans les esprits des uns et des autres, particulièrement en Afrique, mais pas seulement, se départir d'un certain passé, particulièrement, on va nommer les choses, le passé colonial, particulièrement avec des velléités, si j'ose dire, de africaniser, pour ce qui est de l'Afrique, africaniser le récit africain. Je vais vous donner la parole aux uns et aux autres. Je vais commencer par vous, monsieur le directeur général, ou monsieur l'ambassadeur, je vais vous appeler, pour introduire votre propos, et ensuite on fera circuler la parole. Je vous écoute. Merci beaucoup, merci pour cette occasion. Donc, le récit africain, le discours africain, il est important que ce discours puisse permettre, mieux encore qu'aujourd'hui, un rayonnement de l'Afrique et refléter donc le vrai message que les Africains, que l'Afrique veut donner. Dans les partenariats que l'Afrique développe avec les autres partenaires des autres continents, il faut faire de sorte à ce que ces partenariats puissent être également au bénéfice des pays africains, au bénéfice de l'Afrique. Et là, permettez-moi de dire quelques mots de la politique africaine de la Turquie, ou de la Turquie, comme nous insistons à utiliser, surtout en anglais, pour ne plus utiliser Turkey, mais Turquie. Mais en français, on est tout à fait capable de continuer à utiliser le terme Turquie. Donc la politique de la Turquie vis-à-vis de l'Afrique a cet avantage, si je me permets de le dire, de privilégier un partenariat entre partenaires égaux. Un partenariat qui vise à bénéficier à tous les partenaires, à créer un bénéfice mutuel.
et puis un respect aux principes de solution africaine aux problèmes, aux questions africaines. Donc, dans cette approche-là, la Turquie donne aussi un rôle principal à l'Union africaine dans ses relations avec l'Afrique. Et je reviendrai à des prochaines interventions quand vous me donnerez l'occasion, au rôle que peut jouer l'Union africaine pour donc renforcer, développer, actualiser ce discours africain auquel vous faites référence. Mais les relations de la Turquie avec l'Afrique permettent aujourd'hui déjà de contribuer au rayonnement de l'Afrique et à l'accès de l'Afrique au reste du monde. Permettez-moi de donner l'exemple de la compagnie aérienne Turkish Airlines, qui vole aujourd'hui à 64 destinations africaines et qui permet à ces 64 différentes destinations africaines de pouvoir accéder à plus de 300 autres destinations à travers le monde par ces vols à connexion à travers Istanbul. Donc, c'est une contribution concrète, directe au rayonnement de l'Afrique. Autre exemple, le volume du commerce entre la Turquie et les pays africains, qui se limitait à 5 milliards de dollars il y a quelques années encore. Aujourd'hui, nous sommes à 40 milliards. Mais ces 40 milliards, comme je l'ai dit au début de mon intervention, ont le but de bénéficier mutuellement aussi bien à l'Afrique qu'à la Turquie. Donc cet échange commercial doit être équilibré. Et l'un des moyens de le faire, c'est de promouvoir les investissements turcs en Afrique, de manière à ce que, par exemple, des usines turques puissent être installées dans des pays africains pour pouvoir ensuite exporter vers la Turquie ou d'autres pays européens ou renforcer le commerce intra-africain. Et là encore, le résultat sera le rayonnement de l'Afrique. Un dernier exemple, et ensuite je cède la parole pour pouvoir la reprendre par la suite. Quand vous entendez un diplomate turc parler de la politique africaine de la Turquie, vous voyez souvent ce diplomate citer le nombre d'ambassades de Turquie sur le continent africain. 44 aujourd'hui. Mais il y a un chiffre que je trouve encore plus important, qui reflète encore plus l'importance et le rayonnement de l'Afrique. C'est qu'en Ankara aujourd'hui, nous avons 38 ambassades africaines. Donc cela contribue au rayonnement de l'Afrique et la Turquie est disposée à faire de sorte à ce que ce rayonnement soit le meilleur possible. Merci. Merci à vous. Je vais donner la parole à votre voisin maintenant, Patrick Rajoualina. Je rappelle ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar. Merci beaucoup et merci pour l'invitation au Med Days. De quoi parle-t-on pour l'Afrique ? L'Afrique, naturellement, n'est pas, comme certains le pensent, n'est pas un pays. Mais c'est un continent. C'est un continent qui regorge naturellement de ressources naturelles, de ressources humaines, d'une grande diversité et puis d'une richesse culturelle incommensurable qui est en train d'aller sur les grandes nations du monde. Depuis le 20 janvier et l'accession au pouvoir du président Donald John Trump, les choses naturellement ont changé. Les cartes ont été rebattues. Les États-Unis d'Amérique, naturellement, réimpriment leur leadership sur le monde, si tant est que ce leadership ait pu disparaître. On l'a vu avec les droits de douane, on l'a vu avec d'autres initiatives qui ont été prises par le président Donald John Trump, et notamment en tant que faiseur de paix à travers 8 guerres à travers le monde. On assiste aujourd'hui à de nouvelles alliances qui parfois sont anciennes, comme les BRICS, ou éventuellement comme l'organisation des États autour du pacte de Shanghai, mais également de nouvelles forces émergent en Afrique. On a parlé de la Turquie, mais également du Royaume du Maroc, qui est également très présent. Et là, je veux rendre hommage à la diplomatie royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste,
le Royaume du Maroc, présent naturellement à Madagascar pour les raisons que nous connaissons tous, et notamment la venue de feu Sa Majesté Mohamed V à Antsirabe, Madagascar, pendant que les forces d'occupation coloniale au Maroc l'avaient exilé. Donc le Maroc, mais également, on en a parlé, et mon voisin en a parlé, la Turquie, qui est en train de pénétrer également les marchés africains, et j'avoue avoir, en tant que ministre des Affaires étrangères et conseiller spécial du président de la République de Madagascar, d'excellentes relations avec notre frère ambassadeur de la République de Turquie à Madagascar. Moi, j'estime qu'il faut aujourd'hui, et ça je l'ai écrit dans un certain nombre de papiers, je pense que maintenant il faut agir collectif. Agir collectif parce que nous sommes africains. Effectivement, il y a beaucoup de régions en Afrique. Il y a les régions du Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, les îles, avec notamment Madagascar, les Seychelles, Maurice et les Comores. Donc, l'idée pour moi, c'est effectivement de parler d'une voix, d'une seule voix. Et quand on dit parler, cela signifie avoir des médias panafricains puissants. Aujourd'hui, il n'y a pas de BBC africaine, il n'y a pas de Fox News africaine, il n'y a pas de France 24 africaine. Il n'y a pas d'Euronews non plus africaine. Je pense que ça commence par là, et moi j'ai la chance d'être également communicant, et je pense que c'est extrêmement important. Bien sûr, les réseaux sociaux sont présents selon un certain nombre de pays. Bien sûr, moi j'ai la chance d'être président de Canal+ Madagascar également, et Canal+, qui, certains le savent peut-être, vient de faire une grande croissance externe avec MultiChoice, qui est un grand diffuseur sud-africain de 25 millions d'abonnés. Donc avec Canal+, nous sommes 40 millions d'abonnés, et je pense que cela passe également par ce panafricanisme. Pourquoi ? Parce que, par exemple, ce nouveau conglomérat, si je puis dire, autour de Canal+, c'est 15 000 heures de production, c'est la présence dans 40 pays africains, francophones, anglophones et lusophones. Je parle de Canal parce que c'est une illustration de cette coopération entre Africains. Et puis, naturellement, il faut davantage développer notre réseau diplomatique autour de grands leaders. Et j'arrêterai là, autour de grands leaders, et je pense notamment à la diplomatie royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui est en Afrique de façon très discrète, qui est extrêmement présente. Et encore une fois, avec mon frère Mohamed, qui est ambassadeur du Royaume du Maroc à Madagascar, nous développons de très belles coopérations entre le Royaume chérifien et la République de Madagascar. Merci beaucoup. À côté de vous se trouve François Lunseni Fall. Vous êtes, vous, ancien Premier ministre de la République de Guinée. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes présentes ici ce matin sur un sujet, à mon avis, qui est très important. Au moment où le monde se recompose, il est important que nous puissions nous poser une question, à mon avis, qui est la question fondamentale. S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez rapprocher le micro ? Rapprochez le micro, voilà, comme ça on vous entendra encore mieux. Qui, à mon avis, est une question fondamentale. L'Afrique et le Sud global peuvent-ils continuer à subir le récit des autres? Pendant longtemps, très longtemps, ces continents, ces pays ont été présentés, le narratif qui a été fait pour des besoins bien connus. Ces discours ont modélé non seulement la perception mondiale de nos sociétés, mais ce qui est plus dangereux, parfois la façon dont nous-mêmes nous percevons notre propre histoire. Celui qui écrit le récit le fait dans son intérêt. Et pourtant, dans le récit colonial qui a été fait et le récit postcolonial, on oublie de dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cela est évident. On oublie de dire également que l'Afrique a fourni des civilisations brillantes. Je donne l'exemple de l'Égypte antique avec les pyramides de Gizeh qui se dressent depuis les millénaires
et qui sont la manifestation même de ce que les Africains ont pu apporter à la science, aux mathématiques et à l'architecture. Les empires brillants du Mali, du Ghana, et je citerai avec des textes comme la charte de Kouroukanfouga, qui est un des premiers textes d'organisation de la société au monde. On cite le texte d'Hammurabi, bien sûr, bien avant, mais la charte de Kouroukanfouga, déjà au XIIe, XIIIe siècle, était une avancée considérable en matière de droit avant même que l'Europe ne s'éveille. Mais ce qui est sûr, c'est que le narratif est lié toujours à la personne qui le fait. On a présenté l'Afrique de cette manière et je pense que le moment est venu pour nous de déconstruire ce narratif et de construire notre propre histoire. Déconstruire, c'est d'apprendre à nos enfants l'histoire réelle de notre continent. Je viens d'un pays, la Guinée, qui, depuis son indépendance, a placé le retour à l'authenticité africaine au premier rang dès les années 58, en donnant dans les écoles l'histoire vraie de l'Afrique. On avait présenté nos résistants à la pénétration coloniale comme étant des chefs barbares, des chefs sanguinaires, alors qu'ils se battaient pour la liberté de nos pays. Des figures illustres, comme l'Almami Samori Touré, Dadjor Diop au Sénégal, Béhanzin et ailleurs, on les a présentés comme étant des tyrans, alors que ce sont des grandes figures qui ont défendu le continent et qui ont payé souvent très cher leur vie pour construire notre Afrique. Il faut absolument que le narratif change. Mais le narratif n'est pas changé par les autres, ça ne peut se faire que par nous-mêmes. Nous devons prendre la plume et écrire notre propre histoire. Nous devons tout faire pour que l'Afrique puisse retrouver sa place. Et pour ce faire, nous allons au cours de ce débat reprendre la main. Nous demandons 3 impératifs pour déconstruire et construire. Le premier impératif, à mon avis, c'est déconstruire produire notre propre narratif, ancré dans nos réalités, aspirations et réussites. Et le 3e impératif, c'est transmettre ce narratif dans nos écoles, dans les médias, dans nos institutions, afin que les générations présentes et à venir puissent prendre conscience de ce que nous sommes réellement et ce que nous devons être dans le monde. Voilà pour commencer mes premiers commentaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. À côté de vous se trouve Madame Léna Séné. Vous êtes présidente fondatrice de Developing Capital of Africa. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Et je remercie... Parlez bien près du micro pour qu'on vous entende. Je remercie l'Institut Amadeus pour ce fantastique forum. C'est la première fois que je suis là et vraiment je suis impressionnée par les organisateurs. Vraiment, je vous remercie. Moi, je crois que les médias africains peuvent dépasser le récit façonné de l'extérieur en construisant un pouvoir narratif et en renforçant les capacités institutionnelles en tirant parti des technologies. Je crois en 4 stratégies clés. Première stratégie, investir dans le contenu africain indépendant. Nous devons encourager les gouvernements et le secteur privé afin de financer le journalisme local de haute qualité, des documentaires et du contenu numérique. Il faut soutenir les studios et rédactions détenus par des Africains. Il faut raconter des histoires complexes et multidimensionnelles, au-delà des crises, conflits ou de la pauvreté. Ainsi, le pouvoir narratif de la capacité de production. Deuxièmement, je pense qu'il faut construire des modèles économiques durables. Le plus grand obstacle est la dépendance financière. Pour réduire l'influence des donateurs ou agences occidentales, il faut développer des modèles économiques innovants comme les abonnements ou la syndication. Il faut protéger l'indépendance des médias grâce à une régulation qui soutient le journaliste sans le contrôler. Donc, autonomie financière, c'est autonomie narrative. Il faut construire aussi des réseaux médiatiques transcontinentaux. Les médias occidentaux sont puissants parce qu'ils sont interconnectés.
L'Afrique a besoin d'agences de presse panafricaines, comme vous l'avez dit, mutualisant les ressources, similaires à l'AFP, Reuters, etc. De plateformes de contenu partagées permettant aux petites rédactions d'accéder à des informations vérifiées. Des normes éditoriales communes pour amplifier les voix africaines à l'échelle mondiale. Mais il faut aussi contrôler les données et les plateformes. Aujourd'hui, les récits sont façonnés par les algorithmes. Les institutions médiatiques africaines doivent construire des plateformes technologiques locales, services de streaming et hubs de contenu. Il faut négocier une meilleure visibilité sur les plateformes mondiales. Utiliser l'AE de manière éthique pour développer le contenu, la traduction et les récits en langue locale. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Donner la priorité aux langues africaines. Les récits changent lorsque les gens racontent leur histoire dans leur propre langue. Soutenir les radios en langue locale, les médias communautaires et le contenu numérique permettra d'élargir les audiences, réduire la dépendance aux cadres occidentaux et de préserver les perspectives culturelles. Donc je pense que vraiment, il faut aussi s'engager de manière proactive avec les médias mondiaux, fournir des données fiables, des experts et du reportage pour des sujets globaux. L'objectif n'est pas la confrontation, mais la souveraineté narrative, où l'Afrique raconte ses propres histoires selon ses propres termes, à son propre public et au monde. Le pouvoir narratif, n'oubliez pas, c'est aussi un pouvoir géopolitique. Merci beaucoup. À côté d'où, je vais donner à présent la parole à monsieur Padaké Albert Payini. Vous êtes, vous, ancien Premier ministre de la République du Tchad. Merci. Je commencerai par remercier les autorités du Maroc, les organisateurs de cette belle assise, mais aussi remercier les participants à ce panel. Après avoir écouté toutes ces belles interventions, il ne reste pas beaucoup de choses à dire. J'apporterai une contribution en 3 points sur ce thème. D'abord, nommer les choses et parler du consensus Camus, il faut bien nommer les choses. De quoi parlons-nous? Le Sud global, il faut cerner le concept. C'est quoi le Sud global? C'est un concept abstrait, plus une idée sans délimitation géographique. Par contre, l'Afrique est un continent géographiquement délimité. C'est dire que le Sud global est finalement une notion abstraite. Avec l'Afrique, il y a des ressemblances, il y a des dissemblances. Les dissemblances surtout, quand on prend mon pays, le Tchad, et qu'on prend le Brésil, la Chine ou la Turquie, c'est des écarts abyssaux. Comment faire ce chemin ensemble? C'est une question qu'il faut savoir se poser. Les ressemblances sont là. Un passé commun, le refus de l'hégémonie occidentale, devient de ce point de vue pour nous tous Africains et les autres membres du Sud global un concept de revendication, de lutte pour plus d'autonomie, plus d'espace. Est-ce qu'il y a des difficultés sur le récit en termes d'entente des membres du Sud global?
Non, il n'y a pas de difficulté. Il est facile de nous entendre sur le récit que nous subissons. Nous avons subi et nous continuons à subir. Le récit sous la forme du prisme du dominant, le récit qui tend à faire du citoyen du Sud un objet de son histoire, qui le rend complexé, qui le rend honteux de lui-même. Tout ça, nous sommes d'accord. Nous avons une sorte de statut de consommateur des idées et non de producteur d'idées. Le consensus également, on l'a facilement sur notre volonté de réécrire le récit. Il n'y a pas de problème. Les atouts sont disponibles. Le Sud global a une jeunesse dynamique, connectée, des artistes très dynamiques, et une indépendance économique également qui commence à pointer à l'horizon, et indépendance financière vaut souveraineté narrative, quelqu'un venait de le dire. Mais pour y arriver, nous avons des défis. Les défis sont importants. De ces défis, je dirais, il y a le risque géopolitique. Le refus de l'hégémonie occidentale peut facilement nous amener, et surtout la tendance en Afrique, nous amener à un repositionnement géopolitique vers la Chine, vers la Turquie, vers la Russie, et du coup, on retombe dans un changement simple de tutelle de narration, de tutelle narrative, de tutelle de récit. Il faudra déjà que nous fassions attention à cette dimension géopolitique. Deuxième chose, il faut concilier les intérêts de l'Afrique et du Sud global. Comme je le disais, les priorités de la Chine, les priorités de la Turquie ou du Brésil ne sont naturellement pas les priorités et dans ce continent. Quand vous prenez l'Afrique du Sud et un petit pays de l'Afrique centrale, les priorités ne sont pas naturellement les mêmes. Et donc, pour conclure, je dirais que l'Afrique doit éviter d'être une simple variable d'ajustement dans la compétition entre les puissances occidentales et les puissances émergentes du Sud. De la dépendance vis-à-vis de l'Occident, il ne faudrait pas que l'Afrique fasse l'erreur de retomber dans une dépendance vis-à-vis des puissances émergentes du Sud. Je vous remercie. Merci beaucoup. Celui qui va prendre la parole maintenant, c'est vous, mon voisin, cher Tidiane Gadio. Vous êtes président de l'Institut panafricain de stratégie de la République du Sénégal. Et ancien ministre des Affaires étrangères, pardonnez-moi de ne pas l'avoir mentionné. C'est important parce que j'ai souffert pendant 10 ans comme ministre des Affaires étrangères en train de courir à gauche. C'était pour vous le faire un peu oublier, mais... Pour le Sénégal et pour l'Afrique. Hein. Pour le Sénégal et pour l'Afrique, n'est-ce pas François, on a été ministre ensemble et après, lui... des conférences, et chaque fois on se demande si on est venu dans un nouveau pays. C'est-à-dire que les progrès du Maroc sur tous les fronts sont absolument spectaculaires. Et ça, un des grands mérites, un des plus grands mérites, c'est celui du leadership marocain, donc de Sa Majesté le roi Mohamed VI, comme on dit ici, et c'est important que Dieu l'assiste. Sa Majesté a fait un excellent travail, et pour moi, Sa Majesté incarne le type de leadership que nous voulons partout en Afrique. Un leader est leader 24 heures sur 24 et à temps plein. En Afrique, malheureusement, on a trop de leaders à temps partiel et ça nous crée beaucoup de problèmes. Donc vraiment, nous saluons Sa Majesté, nous saluons son peuple, le grand peuple du Maroc.
Saluons aussi les amis du Med Days qui nous donnent toujours des occasions de discuter des sujets aussi importants, des sujets aussi graves. Je commencerai par dire qu'il y a une vérité que tout le monde partage. Un script écrit sans vous, non seulement ne vous engage pas, mais vous devriez répondre en disant qu'un script écrit sans nous, en sachant que nous étions là, ce script a nécessairement été écrit contre nous, ou tout au moins en nous ignorant totalement. Et c'est pour cela que moi je suis partisan de la rédaction par l'Afrique de son propre script, pour qu'il y ait un dialogue des scripts. On n'a pas à s'insérer dans le script des autres et à essayer de chercher notre place dans le script. Quand ils le concevaient, quand ils mettaient les concepts en place, nous n'étions pas concernés. Ils ne pensaient pas à nous. Donc plusieurs fois dans l'histoire, on a eu des situations comme ça, et on nous met dans une dynamique de rattrapage. On court pour faire comme les autres, pour rattraper les autres, etc. Et on a toujours été dans les wagons arrière, jamais dans la locomotive, jamais dans les wagons qui marchent, qui font la marche. À mon avis, le grand problème, pour que les Africains évitent un autre grand piège, c'est de continuer à blâmer les autres pour nos problèmes. Ils nous ont fait ce qu'ils nous ont fait. C'est des faits historiques absolument ineffaçables, incontestables. Mais on ne peut pas passer le reste de notre vie, de notre histoire, de notre temps, à rappeler les souffrances que les autres nous ont infligées et à essayer de justifier les mauvaises politiques que nous avons nous-mêmes, le mauvais leadership que nous avons nous-mêmes par ce qui s'est passé avant. C'est important, comme disaient les autres, de ne jamais oublier, parce que votre histoire vous suit partout. Et pour éviter que ça recommence aussi, il faut bien être conscient de le narratif historique qui concerne l'Afrique. Mais moi, je me concentre depuis des années maintenant sur l'Afrique. Quelle est la réponse de l'Afrique aux défis mondiaux? L'Afrique, à mon avis, se fait mal sur beaucoup de questions. Les crises politiques, par exemple. Avant, les coups d'État étaient organisés par une main étrangère tellement visible qu'il n'y avait pas de débat. Mais aujourd'hui, là où pendant que nous parlons, il y a un coup d'État en cours dans un pays africain, en Guinée-Bissau. Un coup d'État étrange, bizarre. Tout le monde dit que c'est en réalité, c'est peut-être le président sortant qui a organisé son propre coup d'État contre lui-même parce qu'il ne voulait pas être affiché comme perdant pour les élections. Et il y a beaucoup d'autres enjeux pour un dirigeant africain de quitter le pouvoir. Donc on nous a monté une sorte de coup d'État. Les gens discutent partout, est-ce qu'il y a vraiment un coup d'État ou est-ce qu'il y a un arrangement pour que le vrai gagnant des élections ne soit pas reconnu comme gagnant. Il faut y mettre un terme. Où est l'Afrique dans ce débat? Où est l'Union africaine? Où est la CEDEAO pour faire une descente rapide en Guinée-Bissau, parler à nos frères et à nos sœurs là-bas, leur dire c'est pas bon, nous n'acceptons pas ce coup d'État. Moi, j'ai participé à une opération entre guillemets commando dans les années 2003-2004, quand il y a eu un coup d'État en Guinée-Bissau. On est allé dire aux militaires, vous ne mettrez pas un comité de gestion de quoi que ce soit, parce que nous ne reconnaissons pas votre coup d'État. Et finalement, ils ont accepté de se retirer. Pourquoi l'Afrique ne réagit pas à ce genre de situation? Nous avons une crise économique globale. C'est une crise intra-africaine. Pourquoi les Africains ne se concertent pas sur ces questions pour apporter leurs propres solutions? Nous avons maintenant, plus grave que tout, la crise sécuritaire qui frappe le continent. Le Sahel, c'est un désastre total. Quelqu'un a dit récemment qu'au Nigeria, avant on disait que Boko Haram avait fait 40 000 victimes. J'ai entendu il n'y a même pas une semaine qu'on est maintenant à 80 000 morts au Nigeria. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour que les Africains se réveillent sur la gravité de la crise sécuritaire? La crise du Sahel, sans perspective, aucune. Les Africains n'ont pas donné une perspective pour sortir de cette crise. Le Mali est en train de s'effondrer littéralement sous nos yeux. Et le Mali qui s'effondre, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui s'effondre. Le Mali, c'est le cœur, c'est là où bat le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons intérêt à aller au secours du Mali, à parler avec le Mali, à trouver des solutions ensemble. Mais nous ne faisons rien. Nous sommes dans la posture des téléspectateurs. On regarde faire, comme ce que j'ai reproché au monde entier lors du génocide de Gaza. Nous sommes restés tous à regarder un génocide télévisé. Ça nous a semblé presque supportable. L'autre problème, la jeunesse africaine. La crise, j'ai dit crise sécuritaire, crise politique, mais la crise de l'inclusion. La jeunesse africaine, les femmes africaines.
voilà d'immenses gâchis que le continent africain est en train d'organiser contre lui-même en tant que continent. Vous avez le seul continent qui a une écrasante majorité de jeunes, quand tous les autres continents déplorent le fait que leur population a vieilli, les forces de travail diminuent, etc. L'Afrique se retrouve avec 800 millions de jeunes, voire 1 milliard de jeunes. Qu'est-ce que nous faisons de ces jeunes? On les laisse aller mourir dans les pirogues, mourir dans le désert, etc. Les jeunes n'ont pas le droit au rêve, ils n'ont pas le droit à l'avenir, ils n'ont pas le droit à l'espoir, et ces jeunes n'y croient plus, et ça c'est un immense gâchis. L'autre gâchis, c'est les femmes africaines. Elles sont compétentes, elles ont l'expertise, elles ont subi le syndrome des gens exclus, et quand on est exclu, il faut se battre pour être meilleur parmi les meilleurs, pour être normal. Et les femmes africaines sont aujourd'hui leaders dans tous les domaines. On voit les gouvernements africains avec 35 ministres, dont 2 ou 3 femmes ou 5 femmes. Ça n'a pas de sens. Les femmes ont la même expertise, sinon même une expertise plus grande. Et laissez les femmes africaines de côté. Continuez à pratiquer la discrimination, les violences contre les femmes, qui sont abjectes, soit dit en passant. Continuez à le faire, c'est handicaper l'Afrique. C'est un gâchis. Quelqu'un a dit, le jour où on enlève toutes ces discriminations, tout ce qui est fait aux femmes africaines, c'est 35% de plus du PIB africain. Vous vous rendez compte? Un tiers de plus du PIB africain. Donc quel est notre problème? Et je termine sur le Global South. Le Global South, quand le concept est sorti, ma première réaction c'était de dire, voilà encore un nouveau concept, manufacturé je ne sais où, pour essayer à la limite de penser un peu nos blessures et nos souffrances et nous rassurer. Mais c'est quoi le Global South? J'étais en Chine dans un colloque. J'ai posé aux amis chinois. J'ai dit Global South, c'est quoi? On a eu une discussion conceptuelle, parce que pour moi c'était important qu'on m'explique c'est quoi le Global South. J'ai dit, mais écoutez, vous dites que la Russie fait partie du Global South. La Russie est devenue un pays du Sud. Par quel miracle vous êtes arrivé à le faire? La Chine et l'Inde qui étaient avec nous comme pays en développement, qui avaient des problèmes comme nous, qui sont battus pour atteindre un certain niveau, nous ne pouvons pas les punir d'avoir réussi et leur demander de partir. Non, je peux comprendre que la Chine a une très belle stratégie, c'est bientôt la première puissance du monde, mais la Chine dit qu'elle est toujours un pays en voie de développement. C'est très bien. Une belle stratégie économique et tout, n'est-ce pas? Mais comment la Russie est devenue un pays du Sud? Parce que quelqu'un l'a décidé. C'est inacceptable. Et j'ai dit aux amis chinois à l'époque, de la même manière que vous nous dites que le Japon est un pays de l'Ouest, donc un pays occidental. Rien ne place le Japon dans l'Occident. Mais vous avez décidé, parce que c'est un pays riche, c'est un pays que vous voulez être ami dans votre camp, vous avez décrété que le Japon est un pays occidental. Et vous voyez, les concepts sont dangereux. On a créé aussi le G20 pour élargir un peu le G7, le G8. Vous avez entendu ce matin la déclaration des États-Unis. Non seulement ils n'iront pas en Afrique du Sud pour le G20, mais ils disent qu'ils n'inviteront pas à la prochaine réunion l'Afrique du Sud. Est-ce que ça, c'est pas viser l'Afrique du Sud parce que c'est un pays africain? Et au nom de quoi, aujourd'hui, on est tellement décomplexé qu'un leader du monde dit que c'est parce que les Blancs sont maltraités en Afrique du Sud. Ah bon? Et les Blancs sud-africains, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Africains pendant l'apartheid, pendant plusieurs décennies? Massacrés, tués, brûlés, etc. À l'époque, les États-Unis disaient non, il ne faut pas rompre avec eux, il faut un engagement constructif. C'est comme ça qu'on peut dialoguer avec eux. Et aujourd'hui, le président des États-Unis nous dit que les Blancs sont maltraités en Afrique du Sud, et donc moi je ne vais pas à leur réunion, ils ne viendront pas chez nous. Pourquoi le G20? Les Africains ne peuvent pas engager le G20 dans une discussion, que si c'est le cas, tous les pays africains vont geler leur participation si l'Afrique du Sud n'est pas invitée. Aussi simple que ça. Mais il ne faut pas qu'on se mette, ah oui, c'est pas bien, etc. Après, on reste dans notre coin. Il y a un problème de considération, un problème de respect pour les Africains. Tout d'un coup, et je termine sur ça, on nous dit que les chrétiens sont massacrés au Nigeria. Pour un chrétien massacré, 30 musulmans ou 50 musulmans ont été massacrés dans le même pays. Et pourquoi quand on massacre les musulmans, ce n'est pas gênant? Maintenant, on nous amène l'histoire on divise le peuple nigérian qui n'était pas divisé sur cette question. Wole Soyinka a raison de dire que c'est la chose la plus arrogante, la plus stupide qu'il ait entendue récemment.
Le Nigeria est un et indivisible, c'est le même peuple, ils ont les mêmes souffrances, les mêmes défis. Il faut les aider globalement comme Nigeria, plutôt que de venir apporter encore plus de divisions. Merci. Merci beaucoup. Et surtout, merci pour votre franchise. Et c'est ce que je vais vous demander d'ailleurs aux uns et aux autres. Si ça ne vous dérange pas, on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts respectifs. On va se dire les choses de manière claire, précise et, s'il vous plaît, concise, parce qu'il nous reste encore 20 minutes. Vous êtes nombreux et je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, si vous le voulez bien, Monsieur le Premier ministre, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vouloir réécrire ou écrire son propre récit, est-ce que c'est un repli identitaire ou alors est-ce que c'est un élan identitaire? Je vous laisse la parole. Merci pour cette question. Je pense que cette question doit résumer le débat que nous sommes en train de faire et qui, à mon avis, est un débat qui doit s'adresser à la jeunesse africaine. D'abord, nous devons, comme je l'ai dit au début, tout faire pour déconstruire et construire. J'insiste sur ces deux termes. Déconstruire ce qui a été dit de façon erronée et construire notre propre histoire. Enseigner à nos jeunes l'histoire réelle de notre continent. Et que les jeunes prennent conscience que notre continent a été le berceau de l'humanité, mais qu'aujourd'hui, avec la recomposition du monde, tout le monde est d'accord que l'Afrique aujourd'hui est non seulement le présent, mais l'avenir. Et cela est extrêmement important. Il faut que la perception que le récit colonial et postcolonial a donné de nous autres, dans notre propre perception, jusqu'à changer notre propre mentalité, il faut que cela change. À notre niveau d'abord, nous les anciens, mais davantage pour la jeunesse qui ne doit pas se laisser entraîner sur ce chemin. Cela veut dire que nous devons travailler à travers les médias, comme Madame l'a dit tout à l'heure, les moyens de communication aujourd'hui, les réseaux sociaux, tous les moyens doivent être employés pour que nous puissions participer de façon active à cette déconstruction et à cette construction. Voilà. Monsieur Rajoelina, à côté de vous. Je vous en prie. Oui, pardon, j'ai certainement choqué. Je suis, pour ma part, pour le repli identitaire. Le repli identitaire parce que Madagascar est très différent des grands pays du lac, parce que le Maghreb est différent de l'Afrique du Sud. Mais chacun, nous avons nos personnalités, nous avons notre culture, nous avons nos religions et nous avons nos perspectives et nos récits personnels. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, de cette force du repli identitaire, et on le voit partout dans le monde occidental, il y a le repli identitaire dans tous les pays, en France. Des vertus cardinales du peuple malgache, des vertus de solidarité, de fraternité, de collectivisme. Et pourquoi je dis que je suis pour le repli identitaire? Parce que justement, cela participe de la grande force de notre Afrique. J'ai cité tout à l'heure, d'en faire à nouveau la publicité, de Canal+ et de MultiChoice, qui existent, Madame, puisque Madame tout à l'heure a parlé justement de ces structures privées qui vont faire de la production audiovisuelle, production cinématographique, production des informations. Ce que je veux dire par là, c'est que justement cette diversité, ces replis identitaires de chacun des pays, de chacune des régions, ce sont la grande force de l'Afrique, parce que nous pouvons parler à tout le monde. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, des ressources naturelles immenses, et c'est justement de cette diversité-là que nous devons faire les États-Unis d'Afrique, tel que, par exemple, l'a pensé le guide Mohamed Al-Kadhafi. Merci beaucoup. À côté de vous, monsieur Naner, peut-être pour intervenir sur cette question. Merci beaucoup. Le repli identitaire auquel vous avez fait référence, vous le citiez comme un élément négatif, mais je note bien l'approche de Monsieur le ministre et je comprends très bien. Mais si je me retiens
à votre présentation de ce fait de repli, en fait, la réécriture du discours ne crée pas automatiquement un repli, mais il faut que cette réécriture du discours soit réussie. Si elle est réussie, c'est un rayonnement, c'est une fierté. Si elle n'est pas réussie, ça peut se transformer en repli. Donc il faut tout faire pour que cette réécriture du récit soit un effort réussi. Alors en faisant cela, comme Monsieur le Premier ministre du Tchad y a fait référence, et je soutiens ce qu'il a dit, l'Afrique, les pays africains ne doivent en aucun cas se retrouver sous une nouvelle forme de tutelle. Et là, ce que j'ai essayé modestement de dire au début, c'est la dernière chose que souhaite la Turquie. La Turquie construit ses relations avec les pays africains dans le cadre d'un bénéfice mutuel, et par définition, ces relations évoluent si et seulement si elles sont également souhaitées par ses partenaires africains. Dans le cadre continental, dans nos relations avec l'Union africaine, nous avons aussi un respect total des formats que souhaite l'Union africaine. Donc je pense que la Turquie a une approche suffisamment modeste pour que, en aucun cas, ces relations se développant avec les partenaires africains, il y ait une inquiétude de tutelle à un moment ou à un autre. Deux références aux précédentes interventions. Il est effectivement très important d'avoir une agence de presse, une chaîne d'information radio, télé africaine, panafricaine. Alors comment cela peut être fait? Et j'ai trouvé intéressant que les exemples donnés, France 24, BBC, Reuters, ne sont même pas continentaux eux-mêmes, c'est des pays qui gèrent ces chaînes. Mais l'Afrique doit avoir l'ambition d'avoir une chaîne, une agence de presse le plus panafricain possible. Alors, il n'y a pas une seule méthode juste à appliquer. Ça peut être dans le cadre de l'Union africaine, où, par définition, tous les pays africains sont présents. Donc, un effort pour avoir une agence de presse dans le cadre de l'Union africaine peut être mené, mais ça n'est pas tout. Des pays africains intéressés peuvent se mettre ensemble pour créer une chaîne et cet effort n'est pas exclusif par rapport à un effort dans le cadre de l'Union africaine. Puis, autre sujet auquel plusieurs d'entre vous ont fait référence, c'est des créations cinématographiques. Et là, alors j'insiste sur le fait que la Turquie n'est jamais donneur de leçons, n'a pas la prétention de servir d'exemple à qui que ce soit, mais la Turquie a sa propre expérience des productions cinématographiques, des séries télé turques qui sont appréciées de l'Amérique latine jusqu'à l'Asie du Sud, y compris en Afrique. Donc, les producteurs africains peuvent, sans que la Turquie, je répète, se permette de donner de leçons à qui que ce soit, peuvent observer l'exemple turc, améliorer là où nous n'avons pas bien réussi, et puis prendre les bons exemples. Par exemple, on a parlé de l'histoire africaine, des éléments positifs de l'histoire africaine que les Africains doivent être fiers à défendre. Plusieurs séries turques ont permis à la jeunesse turque de mieux connaître l'histoire de la Turquie, d'être intéressés par l'histoire de la Turquie, de ne pas se limiter à ce qu'ils voyaient dans la série, de lire, de faire des recherches. Donc, ce genre d'efforts peuvent être faits, et le Maroc, qui nous reçoit aujourd'hui, et nous remercions le Maroc, a beaucoup d'avantages à offrir dans ce domaine-là. Donc, les studios de tournage, les capacités du Maroc peuvent servir à tout le continent africain pour des productions cinématographiques, pour des séries télé, qui peuvent unifier le discours pour tout le continent africain. Merci beaucoup. Merci à vous. Malheureusement, le temps passe très vite. Alors, je vais poser une autre question, si vous le permettez. Et encore une fois, la parole est libre, hein. Elle circule. Et puis, merci encore une fois d'être synthétique dans vos réponses.
c'est vrai que l'Afrique a ses spécificités, on en a parlé, on l'a évoqué, etc. Mais les jeunes qui sont ici, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui essayent de comprendre, ne jugent pas forcément la différence qu'il y a entre le passé et le présent. On ne voit pas ce qui s'est passé, le passé colonial, etc. Ils voient plutôt à travers les petits écrans, à travers leur façon de regarder ce qui se passe partout dans le monde sur leur téléphone, ils voient la différence qu'il y a entre les uns et les autres, la différence qu'il y a entre nous, Africains, et les Occidentaux. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est lorsqu'on a notre spécificité africaine, ici on est au Maroc, personnellement je suis marocain, j'ai ma spécificité marocaine, et je ne me reconnais pas dans l'évolution, disons, wokiste, qu'il peut y avoir de l'autre côté de la Méditerranée, en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Est-ce que c'est pas ça aussi, faire valoir une identité différente parce qu'on n'a pas forcément envie de ça chez nous je vous donne la parole, Madame Sen. Merci beaucoup. Moi, je pense que quand on regarde la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus mélangés, ils sont beaucoup plus unis que, je pense, les anciennes générations. Je pense que cette idée d'identité nationale, je pense que ce n'est pas aussi relevant en anglais, pertinent pour beaucoup de jeunes qui s'identifient plus comme universel, comme jeune universel. Un jeune Sénégalais, quand il voit un jeune Américain, il ne pense pas que, oh, moi, mon histoire, c'est l'esclavage et l'américain, c'est la discrimination, ségrégation. Je pense que les jeunes voient plus vers l'avant et peut-être passent pas trop de temps. Je suis plus jeune maintenant, hein, donc je ne peux pas parler au nom des jeunes. Mais ça, c'est juste mon impression. Mais peut-être que le jeune Sénégalais dont vous parlez a envie de faire rêver l'Américain et non pas, lui, de rêver de l'Amérique. Et c'est ça l'écriture du récit. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, prenez la parole, allez-y. Hein, voilà, vous pouvez, Monsieur le Premier ministre. Merci. Je vais peut-être réagir sur les deux questions, puisque je Allez-y. n'ai pas l'occasion de répondre à la première. D'abord, de façon caricaturale, le petit téléphone que le jeune Africain a en main aujourd'hui, le contenu n'est pas généré par l'Afrique. Le contenu est généré ailleurs. Et donc, il s'informe peut-être à travers cet instrument, mais il se désinforme davantage à travers ce téléphone qu'il a en main. Et donc, se pose fatalement la question de la maîtrise du contenu pour les Africains. Pour la question du récit, en termes d'identité dont vous aviez parlé, je dirais très simplement, le problème n'est pas le récit. On est tous d'accord sur ce que nous avons vécu, subi le récit. Nous sommes tous d'accord qu'il faut qu'on réécrive le récit et qu'on soit acteur de notre histoire. La question qui se pose, il ne faut pas qu'on tombe dans une caricature paresseuse. Comment nous allons réunir les ingrédients de la réécriture de ce récit? Gadio, tout à l'heure, a fait comme une digression sur le coup d'État qui a lieu en Gambie. Mais ce n'est pas Guinée-Bissau. en Guinée-Bissau. Ce coup d'État pose un autre problème. Parce que pour réécrire le récit, il faut libérer des énergies. Aujourd'hui, le journaliste africain, quelles que soient ses aptitudes, est-il libre de contribuer à la réécriture du récit? L'artiste africain est-il libre? Les moyens à mettre en place. La Chine, c'est à peu près 600 millions de dollars par an pour faire passer son récit. La France, c'est 225-230 millions. L'Angleterre, c'est près de 300 millions par an pour que ces grands médias puissent inonder
et le monde de leur récit. Nous avons donc des défis à faire. Un, sur le plan des droits humains, des libertés, pour que les énergies se libèrent, sur le plan des ressources à mettre en place pour que notre récit puisse prendre la pleur. Merci. Oui, Monsieur Gadio. Oui, donc, OK. Donc, je voulais juste donner l'information que vous avez sûrement déjà, qu'en 1963, Kwame Nkrumah du Ghana, qui prônait, bien entendu, la mise en place des États-Unis d'Afrique comme la seule façon de sauver l'Afrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 3 ou 4 alternatives. Nkrumah disait que tant que les autres fabriquent l'information de leur point de vue et nous donnent cette information, ces gens-là vont nous façonner. Il a demandé la création de la PANA, l'Agence panafricaine d'information. Il disait une information faite par des Africains pour des Africains. Quand Mactar Mbow, le regretté Mactar Mbow de l'UNESCO, a soutenu ce projet, on a mis en place la PANA. Mais ce sont les Africains eux-mêmes qui ont combattu la PANA. C'est ça qui est difficile de comprendre. Aujourd'hui, cette PANA est mourante, elle est complètement dans l'agonie. Et pourtant, au début, moi je commençais le journalisme à l'époque, au début des années 80. Mais quand on avait des dépêches de l'AFP, de UPI, de Reuters, etc., et de la PANA, on traitait les dépêches de la PANA prioritairement parce qu'elles parlaient de nous, de nos problèmes, de nos quartiers populaires, de notre jeunesse, de notre éducation, de notre agriculture. C'était ça, une information faite par des Africains pour des Africains. Mais nos dirigeants, dès que la PANA a commencé à avoir un peu d'indépendance et à traiter parfois des comportements de nos dirigeants, ils ont commencé à se retirer. Le paradigme. Il faut qu'on s'entende d'abord avant de relancer des projets, de grands projets panafricains dans le domaine de l'information. J'ai un ami, grand homme d'affaires, originaire du Zimbabwe, Strive Masiyiwa. Au mois de mai dernier, il a mis 2 milliards de dollars pour doter l'Afrique d'un cloud souverain et d'un AI compute, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Il me disait que des chefs d'État africains confient leurs informations à des clouds étrangers et qu'il faut arrêter ça. Il nous faut un cloud souverain africain. Je prie vraiment que les Africains soutiennent ce genre de projet, s'impliquent dans ce genre de projet, parce qu'il tend la main aux Africains. Voilà quelqu'un qui a été concret, et c'est le plus grand projet panafricain en matière de cloud souverain et d'intelligence artificielle, 2 milliards de dollars. Il me dit, en mettant son projet en place, il a découvert qu'il y a 21 000 jeunes ingénieurs africains, 21 000, qui sont des cerveaux, des gens extrêmement brillants dans la gestion de l'intelligence artificielle, mais pour les autres. Ils fabriquent des solutions, des applications, etc. 21 000 jeunes. Imaginez que l'Afrique valorise ces jeunes et leur tende la main. On va changer complètement la donne. Dernier point, mon frère. L'histoire de la question de l'identité. Le drame de l'Afrique, c'est qu'on n'a pas eu le temps de réclamer, de refaçonner notre propre culture, notre propre identité, pour nous et pour nos jeunes, pour nos jeunesses, pour qu'on puisse être interlocuteurs avec les autres. Léna, on est arrivé du temps de la globalisation à ce qu'on veuille façonner le monde de façon unilatérale, unipolaire. Il y a une seule vision du monde. Quand nos jeunes tournent leur chapeau de l'autre côté, se mettent en jean, portent des chaussures Michael Jordan, se comportent en américain et préfèrent parler l'anglais que leur langue naturelle, etc., c'est un problème. Senghor voulait la civilisation de l'universel, mais comme il disait, quand au banquet de l'universel, chaque peuple apporte sa contribution et la pose sur la table. Donc nous avons besoin de nous-mêmes de définir notre identité. Et là, il faut que cette identité fasse rêver aussi. Et ça, c'est pas forcément évident parce qu'il faut savoir l'écrire. Et ça, c'est le rôle des femmes et des hommes politiques. Et vous savez que depuis que le panafricanisme a connu un renouveau, mais les jeunesses africaines sont plus panafricanistes que les anciens. Les anciens qui ont vécu l'émergence du panafricanisme, les jeunesses africaines y croient.
Ce sont nos dirigeants, encore une fois, les décideurs politiques qui n'y croient pas. Il faut qu'on leur parle. Et les jeunes Africains sont prêts à rêver, mais il n'y a pas de rêve qu'on leur offre. Donc, ils sont un peu coincés, quoi, n'est-ce pas? Ce sera votre mot de la fin. Pardonnez-moi, parce que c'est déjà l'heure de la conclusion. Je vais vous donner à chacun, tenez-vous bien, hein, je vous donne à chacun 40 secondes pour conclure. Je sais que ce n'est pas évident. Il nous en reste en fait très exactement 25, mais on va déborder un petit peu. Allez, on va commencer par vous, monsieur le directeur général, monsieur l'ambassadeur, pour apporter ces 40 secondes de conclusion. Merci beaucoup. Je crois que le message le plus consensuel qui sort de nos discussions, c'est donc renforcer cette agence panafricaine qui existe déjà, voir ce qui n'a pas marché, créer dans le cadre le plus adéquat un mécanisme qui permet aux Africains d'avoir leurs propres informations et de diffuser, de rayonner avec ces informations. Et je soutiendrai cet effort. Merci beaucoup. Monsieur Rajoelina. Enfin, pour ma part, vu les grandes divisions qui existent au sein de notre Afrique, je pense que c'est à des entreprises privées de construire, comme d'ailleurs partout dans le monde, ce sont des entreprises privées qui ont construit ces médias internationaux. Donc moi, je suis, tout à l'heure, notre frère a dit qu'effectivement, il y avait 21 000 jeunes qui étaient prêts à se mettre sur ce sujet-là. Moi, je pense que, et pour connaître également le tissu entrepreneurial de nos jeunes Africains, moi, je pense qu'il faut disperser un petit peu toutes ces initiatives pour les recentrer autour, effectivement, de la voix de l'Afrique, Voice of Africa. Merci beaucoup. Monsieur Fall. Très bien. Il est constant de dire que c'est par le cinéma et la littérature que les jeunes Africains ont rêvé du monde occidental. Il faut, à présent, avec l'ère des réseaux sociaux, le développement des moyens de communication, que nous puissions reprendre ces deux secteurs à notre niveau en Afrique pour véhiculer au niveau de la jeunesse africaine la réalité de notre continent. C'est ce travail-là que nous devons réussir. Merci beaucoup. Madame Sen, et d'ailleurs, il y a peut-être justement un projet dans le pipe dont vous êtes porteuse. Voilà, donc Son Excellence Gadio, je pense que ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui est primordial. Et moi, en tant qu'Africaine et qui évolue dans le secteur financier et des investissements, je vais m'atteler à poursuivre des voies pour réaliser ce projet. Je m'engage. Merci beaucoup. Merci pour cet engagement. Monsieur Padaké, pardon. Très brièvement, je dirais que nous sommes d'accord tous qu'il faut réécrire le récit. Nous avons les atouts, une jeunesse disponible. Tout le monde vient de le rappeler. Nous avons une faiblesse, c'est le niveau politique qu'il faut travailler. L'unité africaine, libération des énergies par les valeurs, afin que l'Afrique puisse prendre en main la réécriture de son récit. Merci. C'est important pour la jeunesse. Allez, je vous laisse dire un dernier mot. Vous le méritez. Allez-y. Je suis tellement content de ce que j'ai entendu de tous mes amis. Comme disait l'autre, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit est dit. Et cette fois, c'est public en plus. Hein. Merci beaucoup merci madame. Merci messieurs. Demander de vous rapprocher parce que voilà, pour la petite photo de famille, allez, je fais partie de la famille.